Quand on parle de films Disney en prise de vue réelle, ou en live action, comme c'est un terme souvent utilisé, on pense désormais quasi automatiquement au fameux remake live qui pullule depuis quelques années au point d'éclipser presque entièrement les autres tentatives. Pour faire simple, si on prend les sorties depuis 2016 et qu'on cherche quelque chose d'un minimum original, on peut citer Un raccourci dans le temps, Casse-Noisette et les 4 royaumes, Togo, Artemis Fowl, et peut-être celui qui s'en sort le mieux grâce à sa carte Dwayne Johnson dans la jungle, Jungle Cruise. Et encore, c'est celui qui s'en est le mieux sorti, mais ses scores au box-office sont quand même bien en dessous de ce qui était attendu, mais bon, 2021, Covid, etc. Après, je lui cherche un peu des excuses, mais je viens de me rappeler que je l'ai vu et que c'était quand même bien nul. Tout ça pour dire que depuis quelques années, les productions originales ne se bousculent pas vraiment chez Disney, alors que sur la même période, on a eu Le Livre de la Jungle, Alice de l'autre côté du miroir, Peter et Elliot le Dragon, Pirates des Caraïbes 5, La Belle et la Bête, Jean-Christophe et Winnie, Le Retour de Mary Poppins, Dumbo, Aladdin, Maléfique 2, La Belle et le Clochard, Mulan, Cruella, Pinocchio, Hocus Pocus. Et encore, je cite même pas le remake du Roi Lion, puisque techniquement, c'est même pas un film live, c'est un film d'animation à 99,9%, puisqu'il y a genre un plan qui est vrai, c'est le plan d'ouverture si vous voulez le savoir. Mais vous avez compris l'idée, sur les 7 dernières années, il y a eu 3 fois plus de suites et de remakes que de films originaux. Et à votre avis, à cause de quoi ? J'ai une théorie sur le sujet qui repose sur 3 films. Les 3 dernières tentatives de Disney de faire un truc original, juste avant qu'il n'en ait plus envie ou plus besoin. Des productions lancées avant des événements qui allaient changer la stratégie de la compagnie, comme les rachats de Marvel, de Star Wars ou de la Fox. Ces 3 films, vous les connaissez sûrement, vous en avez peut-être vu certains, mais aujourd'hui, ils sont globalement oubliés. Je parle de John Carter, sorti en 2012, de The Lone Ranger, sorti en 2013, et, évidemment, de Tomorrowland, ou À la poursuite de demain, sorti en 2015, la même année qu'un certain Star Wars 7. Et avec Star Wars 7 et Avengers 2 qui ont rapporté en 2015 ensemble plus de 3,5 milliards de dollars, pourquoi est-ce que Disney tenterait de faire quelque chose d'original ? Alors que c'est clairement pas là qu'est l'argent. Ça avait très mal commencé avec John Carter, considéré comme l'un des plus gros échecs commerciaux de l'histoire du cinéma, pas été beaucoup mieux avec The Lone Ranger, qui a fait perdre presque 200 millions à la compagnie, et enfin Tomorrowland et son budget estimé à 280 millions n'en a rapporté que 210. Ça fait beaucoup de millions et de chiffres, mais en gros, pour être clair, les 3 films se sont plantés, et Mickey était pas content. Donc, si vous vous demandez pourquoi la compagnie ne produit plus de films originaux, c'est parce que personne ne va les voir. Ou en tout cas, beaucoup moins de gens vont voir ça, comparé au dernier Marvel, ou au dernier remake live pourri. Et je vais être honnête, je fais partie du problème. Parce que sur les 3 films que j'ai cités, j'en ai pas vu un seul en salle. Bon, on parle d'originalité, mais ça vient d'où, Tomorrowland ? Si vous avez déjà été à Disneyland Paris, vous avez visité une partie qui s'appelle Discoveryland. Et ben cette partie, dans la plupart des autres parcs du monde, s'appelle Tomorrowland. On n'est pas sur l'adaptation d'une attraction comme le Manoir Hanté et les 999 fantômes, ou 999 pour ceux qui parlent normalement, Pirates des Caraïbes ou Jungle Cruise, mais carrément sur l'adaptation d'une idée utilisée par Walt Disney dans ses parcs, celle du futur, vue depuis les années 50. Autant dire qu'il n'avait rien de vraiment précis entre les mains, et c'est ce qui en fait pour moi un film totalement original. Écrit par Damon Lindelof, surtout connu à l'époque pour Lost, Cowboy Envahisseur ou Prometheus, des productions qui ne brillent pas totalement par leur scénario, hein. Même Lost ça commençait bien et puis c'est vite parti en vrille. Je vais pas vous raconter la fin, mais pour ceux qui savent, voilà, c'était pas ça. Mais qui depuis s'est bien rattrapé en série avec The Leftovers ou Watchmen. Mais Lindelof n'était pas seul puisque le réalisateur, Brad Bird, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur les géants de fer, a également participé au scénario. C'était le 2e film live de Brad Bird, après le plutôt très bon Mission Impossible 4. Et d'ailleurs, pour faire Tomorrowland, Bird a refusé un autre projet, Star Wars 7, qui finalement a échoué entre les mains de J.J. Abrams, le co-créateur de Lost, avec Damon Lindelof. Bon, c'est pas tout ça, mais le film fait 2h10, donc si on veut pas y être encore demain, on va se lancer dedans. Après un logo modifié pour l'occasion, on est directement face à la grosse tête de George Clooney, qui, apparemment, enregistre une vidéo pour nous expliquer ce qui se passe, accompagné par Britt Robertson. C'est un artifice de narration assez dangereux, parce que puisqu'ils sont là, tous les deux ensemble, en bonne santé, on sait très bien qu'il s'est rien passé de grave dans tout ce qu'ils vont nous montrer avant.
Mais bon, on est chez Disney, on se doute bien que Clooney va pas se faire bouffer par un tigre. George, ou en tout cas son personnage, Frank Walker, nous explique que le futur peut faire peur, alors que Casey le reprend, disant que le futur est aussi rempli d'espoir et de belles choses, et apparemment Frank l'a entendu le reprendre alors qu'il était dans son flashback, ce qui est très bizarre, mais passons, on a compris l'idée, ne vous attendez pas à des personnages très nuancés, on est entre un vieux grincheux négatif et une jeune optimiste, qui le pousse, avant de nous révéler quelque chose d'important sur le futur, à nous raconter son enfance. Ouais, c'est écrit par Damon Lindelof, donc attendez-vous à des couches de mystère qui vont être révélées au fur et à mesure du film. On va donc avoir droit à notre première introduction sur le jour où le jeune Frank Walker a découvert le futur, alors qu'il venait présenter l'une de ses inventions, un jetpack, à l'exposition universelle qui se tient à... Rassurant. Mais oui, le gamin a construit un jetpack. Parce que, selon ses propres dires, personne d'autre le faisait, donc il l'a fait lui-même. Bon. Par contre, il fonctionne moyen, et ça m'étonne qu'il ait encore de la peau attachée à son corps, mais ouais, il a construit un jetpack. Il le présente à Dr House, qui est assez peu impressionné, et rencontre Athéna, une jeune fille mystérieuse, qui lui donne un badge et lui dit de les suivre dans l'attraction des enfers. Cela dit, c'est historiquement juste, parce que l'attraction a vraiment été commandée pour cette exposition universelle en 64. Le pins qu'elle lui a donné active un mécanisme qui l'amène sous l'attraction, et de 1, heureusement qu'il n'avait pas le truc en poche, sinon il aurait juste fait un tour gratuit, mais aussi, heureusement qu'il était tout seul dans le bateau. Prêt à tout pour suivre une meuf qu'il vient de rencontrer, il entre dans cette cabine qui l'envoie tout droit sur sur Tomorrowland, la fameuse ville du futur. Et il a pas franchement l'air hyper surpris, genre vraiment. Ça, c'est une journée normale pour un gamin qui construit des jetpacks. Ok, c'est pas aidé par le jeu de Thomas Robinson, clairement choisi pour sa ressemblance avec Clooney, plus que pour ses talents d'acteur. Et on peut même pas dire que Bird a du mal à diriger les enfants, parce qu'en face, Rafe Cassidy, qui joue Athéna, est pour moi la meilleure actrice du film, de loin. Ça fait 2 fois, en 2 minutes, je pense que le gamin est débile. Heureusement pour lui, son jetpack vient d'être réparé par un robot. Il a apparemment demandé à Alan Grant de comment attacher sa ceinture, et ça y est, il vole. Et il faut bien avouer que la ville est visuellement très cool. Il se pose tant bien que mal, et c'est la fin de son introduction alors qu'on arrivait seulement au truc intéressant. La caméra installée pour enregistrer le message de Frank bouge apparemment toute seule, on va y revenir, et on est parti pour une deuxième introduction, celle de Casey, l'optimiste. Optimiste peut-être, mais surtout prête à enfreindre la loi, comme ici où elle pilote un drone avec les plus gros gants tactiles que j'ai jamais vus, pour essayer de contrer la destruction de Cap Canaveral et éviter que son père, ingénieur à la NASA, perde son boulot. Et pourquoi détruire Cap Canaveral ? Une réponse qui a pas beaucoup de sens, surtout quand tu parles à un enfant, mais qui est là pour poser l'un des thèmes du film. Avec des très gros sabots, oui. Elle finira par se faire arrêter à force d'aller faire la même chose tous les soirs, et en sortant de prison, on lui rendra un petit badge similaire à celui de Frank dans les années 60. Et c'est d'ailleurs Athéna elle-même qui l'a laissé dans ses affaires. Une Athéna qui n'a apparemment pas chopé une ride en 60 ans, et qui a aussi décidé de ne rien expliquer à Casey, parce que pourquoi faire simple ? Le pins est en fait une version améliorée de celui des 60s. Avec celui-là, pas besoin d'aller dans un manège insupportable, il suffit de le toucher pour se retrouver à Tomorrowland. Mais en restant quand même dans notre monde. Et je suis certain que ça ne va poser aucun problème logique pour la suite. Et comme notre petit Frankie plus tôt, elle semble trouver ça presque normal. Mais pour moi, ça s'explique par le fait que ceux qui sont choisis sont justement des gens qui sont capables de croire à ce genre de réalité. Et comme Frankie qui tombait des plateformes 2 fois de suite, elle se prend des murs 2 fois de suite. Et donc un peu comme Frank, la gamine qui est censée être plus intelligente que son père qui bosse littéralement à la NASA, elle a quand même l'air un peu conne. Elle va jusqu'à l'endroit de sa ville qui correspond au centre de Tomorrowland, et on redécouvre l'endroit, où le jetpack a pris une place considérable. C'est à ce moment-là que le film met de côté qu'elle se déplace aussi dans la vraie vie, parce que sinon là elle serait sous terre, et là elle serait en train de léviter et finirait par se prendre un arbre ou un camion. Pourquoi tu mets en place une règle comme ça si c'est pour l'enfreindre un quart d'heure après ? Enfin, le film s'en rappelle juste à temps avant que le badge ne tombe plat, d'accord, et pour avoir plus d'infos, elle s'en va au Texas à 20 heures de route, dans un petit magasin qui te hurle à la gueule, au cas où tu l'avais oublié, que Disney a racheté Star Wars. Franchement, je pense que s'ils avaient pu caser un trailer de Star Wars 7 dans le haut de l'image, ils l'auraient fait. Il s'avère que les 2 gérants du magasin sont en fait des robots tueurs, et elle est sauvée par Athéna, qui est en fait elle aussi un robot,
avant qu'il s'autodétruise. Attends, quoi? C'est le plus gros... Boy, that escalated quickly. que j'ai vu depuis longtemps. Athéna lui explique que l'endroit qu'elle a vu existe réellement et qu'il faut y aller parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas et elle est apparemment la seule qui peut régler ça. De nouveau, Lindelof, les mystères, tout ça. Et pour ça, il faut aller à Pittsfield, dans l'état de New York, de l'autre côté des États-Unis, retrouver Frank Walker. Elle la dépose chez Frank et se casse, ce qui est pas hyper sympa. Jetez-moi ici. Et Frank ne veut absolument pas la voir, ce qui n'est pas hyper sympa non plus. En même temps, vu l'accueil de son faux chien, il fallait pas non plus s'attendre à être reçu avec du thé et des biscuits. Frank lui apprend quand même, avant de la laisser dehors, que ce qu'elle a vu en touchant le pins n'était en fait qu'une sorte de bande-annonce pour un lieu qui n'a finalement jamais existé, ce dont on pouvait se douter tant ceux qu'elle croise ressemblent à des PNJ de jeux vidéo. Elle finit par le faire sortir, en faisant ce qu'elle fait le mieux, c'est-à-dire du vandalisme, fouille un peu comme si elle était Blanche-Neige qui débarquait chez les nains, il réussit à entrer parce que c'est quand même chez lui, il s'engueule un peu, discute philosophie, et Cassé dit quelque chose qui fait changer légèrement un pourcentage sur un écran, ce qui rend Frank tout curieux. Honnêtement, les premières fois que je l'ai vu, j'ai pas tout compris à ce moment-là. Et c'est bizarre qu'un film qui passe son temps à faire de l'exposition soit finalement un peu inutilement compliqué. La faute sans doute au style d'écriture de Lindelof qui tient à laisser un maximum de choses très mystérieuses. Puis, parce qu'il faut bien un peu d'action, ils se font attaquer par des robots, dans une scène plutôt cool qui fait de Frank une sorte de Kevin McAllister, si le gamin de Maman j'ai raté l'avion avait été un petit génie scientifique et les casseurs flotteurs des robots tueurs. Il s'enfuit dans une baignoire volante en faisant exploser la maison, ce qui est presque aussi efficace que le frigo d'Indiana Jones 4, et sont rejoints par Athéna que Frank n'est pas hyper ravi de revoir. Ils vont passer tout le trajet à se disputer comme un vieux couple, ce qui est assez compliqué puisqu'ils ont plus de différence d'âge que DiCaprio et sa nouvelle copine. Bon, pas de beaucoup cela dit, mais leur relation est, je trouve, traitée avec pas mal de justesse durant tout le film. Par contre, j'ai un petit peu de mal avec ce qui va suivre. Ils prennent une sorte de capsule qui les emmène jusqu'à Paris, dans la Tour Eiffel, où on nous raconte que Nikola Tesla, Gustave Eiffel, Thomas Edison et Jules Verne sont les instigateurs du projet Tomorrowland, et que la Tour Eiffel est en fait une antenne géante pour trouver des fréquences interdimensionnelles, et qu'on peut y trouver un passage secret vers Tomorrowland grâce à une fusée qui se trouve juste en dessous. Ouais, je pense que de base, ils ont juste eu l'idée de ce plan, qui était vachement cool, et ils ont rétro-pédalé pour essayer de justifier ça. Parce que sinon, c'est trop. On se promène trop dans ce film. Bon, il reste 35 minutes de film, et on revient enfin à Tomorrowland. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ressemble plus trop à la bande-annonce, hein. Un peu comme ces jeux mobiles qui ont des pubs hyper stylés, genre avec Schwarzenegger, mais qui sont en fait des dérivés de Candy Crush. Ils sont accueillis par le toujours aussi sympathique Dr House du futur, le gouverneur David Nix, et ont enfin la grande révélation, tout l'enjeu du film est en fait... World, Miss Newton. He thinks you can fix the world. Mais oui, guérir le monde, en faire un endroit meilleur, pour toi et pour moi et pour toute la race humaine. Comme disait MJ. Le chanteur, hein, pas l'autre. Vous vous souvenez du pourcentage qui avait baissé un peu chez Frank ? Apparemment, c'était le pourcentage de chances que la Terre crève. Et les idées de Casey avaient fait baisser nos chances d'y passer bientôt. Ok, on est passé de 100% à 99,9994. C'est pas fou, mais c'est toujours mieux que rien. Mais par contre, est-ce que ça veut dire que Casey est la seule personne sur Terre qui pense un minimum qu'on ait une chance de s'en sortir ou comment ça se passe ? Pour expliquer tout ça, il monte dans une version futuroscope de Google Earth, une machine inventée par Frank, qui permet non seulement de se promener autour du monde, mais aussi dans le temps, le passé et l'avenir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'avenir craint un peu. Apparemment, la fin du monde, ce serait pour dans moins de 2 mois. Donc c'est assez clair, Casey est littéralement le dernier espoir de l'humanité. Donc pas trop de pression quoi. Heureusement, 3 minutes plus tard, elle a une idée de génie, et dit qu'en gros, c'est la machine qui transmet des mauvaises ondes sur Terre, et cause indirectement les catastrophes. Ce qui permet de révéler que le méchant gouverneur Nix était en fait le méchant de l'histoire. Ouais, les bras m'en tombent. Et qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Sauf que Nix a quelques bons arguments. Il voulait montrer le futur aux gens pour les faire réagir. Mais au lieu de ça, on en a fait un genre. La fin du monde est devenue un outil de divertissement. Avec des jeux, des livres, des films, des séries. Tout le monde sait qu'elle arrive, mais on fonce droit dans sa direction avec le sourire. Et c'est plus vrai d'année en année en fait. Et un monde qui réussit à avoir en même temps une épidémie de famine et une épidémie d'obésité, au final, est-ce qu'on n'a pas un peu ce qu'on mérite ? L'humanité court à sa perte et on l'a accepté. Ok, et tout ce qu'il dit fait totalement sens, donc rappelez-moi pourquoi c'est lui le méchant ? Non mais parce que
La dernière personne que j'ai entendu parler comme ça, c'était une gamine suédoise et tout le monde avait l'air d'accord avec elle. How dare you? Frank et Casey refusent de partir et d'abandonner leur idée. Ça se bagarre, Athéna se sacrifie pour sauver Frank et on a droit à une jolie scène entre les deux. Même si c'est toujours bizarre de voir Clooney se comporter comme s'il était amoureux d'une gamine de 13 ans, mais passons. Ils font exploser la machine grâce à l'autodestruction d'Athéna, Nyx finit écrasé, et il est temps d'essayer de sauver le monde. Il retourne chercher sa famille, et j'ai pas vu de réaction aussi molle devant un événement surnaturel depuis que MJ a débarqué en vaisseau spatial pour son match de baseball à la fin de Space Jam. MJ le basketteur, hein, pas l'autre. Et on est revenu à notre point de départ, sur Frank et Casey, qui expliquent aux nouveaux robots leur mission, c'est-à-dire la même qu'Athéna, recruter des gens exceptionnels, des rêveurs, ceux qui n'ont pas renoncé. Et ça explique aussi pourquoi ce que je pensais être une caméra bouge au début, quand on passe de Frank à Casey, parce qu'en fait, c'est pas une caméra, c'est un robot qui l'allume. Le film se termine sur une petite incohérence, mais on n'est plus à ça près, vu que les gens sont recrutés tout autour du monde, mais se retrouvent tous exactement en même temps, au même endroit, dans le grand champ. Mais on va pas chercher la petite bête, c'est bien évidemment plus symbolique qu'autre chose. Et c'est fini! Et c'est moi ou le problème n'est pas du tout réglé? D'accord, ils ont fait gagner du temps à la Terre, mais tous les soucis écologiques sont encore présents. C'est pas la machine de Nyx qui allait créer la fin du monde. Elle ne faisait que la prévoir. Et c'est un peu l'un des soucis du film. On sent qu'il a plein de bonnes idées, mais il en creuse quasiment jamais aucune. Cette fin du monde, par exemple, elle est due à quoi? Inondation? Révolte massive? Bombe nucléaire? Volcan en éruption? Un peu tout à la fois, apparemment. Ce qui a assez peu de sens. Et Nyx, c'est qui? Et qu'est-ce qu'ils font dans ce Tomorrowland désert à attendre que la Terre meure sans rien faire, en envoyant des robots tueurs contre ceux qu'ils aiment pas? Son message est intéressant à Nyx, et pertinent. Il refuse l'accès aux habitants du monde, vers Tomorrowland, de peur qu'ils fassent la même chose que sur la Terre. Ce qui signifie bien que nous sommes le problème. Mais c'est juste balancé comme ça au détour d'une conversation. Pour un film qui est composé à presque 80% d'exposition, c'est assez dingue qu'il y ait autant de questions sans réponse. Sans doute parce que les scénaristes disaient que les gens n'y penseraient pas trop et s'en foutraient. Bon, effectivement, les gens s'en sont foutus, puisqu'ils sont carrément pas allés en salle. Tomorrowland est un peu frustrant en fait, parce qu'on sent qu'il y a un excellent film ou une excellente saga qui se cache là-dedans. Pour moi, ce film ne devait être qu'une introduction, parce que pour un truc qui s'appelle Tomorrowland, on n'y est quand même pas beaucoup dans cette ville du futur que nous promettait le très intriguant teaser à l'époque. C'est typiquement ce genre de projet un peu maudit, un film sans doute charcuté par les producteurs, qui a fait un bide et qui n'a pas droit à une suite, avec un très gros potentiel et une petite armée de fans assez vocaux qui, avec un peu de chance, reviendra sur le devant de la scène dans quelques années, un peu comme pour Tron, qui aura attendu presque 30 ans avant d'avoir un deuxième volet. Perso, je peux pas dire que je fais partie de cette horde de fans, clairement, mais je trouve que Tomorrowland est quand même un film sous-coté et peut-être injustement oublié, même s'il a quelques défauts assez clairs, en particulier au niveau de sa narration. Parce que entre le début assez cool avec le jeune Frank et le final intéressant avec Nyx, on a littéralement 1h30 d'exposition, avec une deuxième introduction, des voyages en voiture interminables pour traverser l'Amérique, avec des gens qui discutent, donc encore plus d'exposition, puis un voyage jusque Paris pour nous expliquer qu'en fait la Tour Eiffel c'est une antenne, avant de repartir pour enfin arriver à Tomorrowland. C'est trop, c'est beaucoup trop. Heureusement qu'au milieu de tout ça, il y a la scène de combat dans la maison de Frank, sinon je pense que ça aurait été vraiment bien indigeste. Puis à côté de ça, comme je l'ai dit, il y a plein d'idées qui sont soit sous-exploitées, comme cette fin du monde très floue, à laquelle on ne croit jamais vraiment, ce qui va d'ailleurs avec le propos du gouverneur Nyx, donc qui aurait pu être intéressant, soit répétées à outrance, comme cette histoire des deux loups et lequel nourrir. Donc ouais, il y a plein d'idées, et ça se plante beaucoup, mais il y a plein d'idées. Les designs de Tomorrowland sont top, même si, un peu comme le reste, c'est trop peu exploité, et les acteurs tiennent la route. En particulier, je l'ai dit, Rafe Cassidy, qui aurait en fait pu être le personnage central à la place de Casey, puisque elle aussi gardait cet espoir si important, et ça aurait permis au film de se concentrer sur sa relation avec Frank, resserrer l'intrigue, appuyer l'idée du robot qui se rebelle contre son créateur, pour le bien de l'humanité. Humanité qu'elle aurait trouvée grâce à son affection pour Frank. Et je pense que ça aurait pu régler quelques soucis, mais bon, on juge pas un film sur ce qu'il n'est pas, on le juge sur ce qu'il est, et sur ce qu'il est, pour moi ça vaut du 13/20. Merci à Bella Storm de m'avoir proposé de parler de ce film grâce à un don Tipeee. Un Tipeee qui est désormais fermé à cause de soucis administratifs, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, ça m'a permis de le découvrir, et j'espère que la vidéo t'aura plu, à toi et à tout le monde évidemment. Allez, dans la prochaine vidéo, on revient au monde merveilleux de l'animation, avec la critique du Roi Lion 2, l'honneur de la tribu. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I